Après mon premier mois à Samsung, moi je voulais démissionner. Ah oui? Ah oui, oui. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a des jours où ça va marcher, il y a d'autres jours où on va perdre. Mais c'est pas parce qu'on perd que notre projet est nul. La première victoire qu'on a célébrée, c'est déjà quand on a reçu notre stock. Parce que quand on a commandé auprès de nouveaux fournisseurs qu'on testait, on n'imaginait pas que ça serait aussi périlleux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Réussite de femmes, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de femmes qui marquent leur époque par leur travail, leur audace et leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une femme sénégalaise qui incarne la résilience et l'innovation. Elle a fait ses preuves dans les multinationales avant de cofonder l'entreprise Sikili, pionnière dans le reconditionné électronique en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, voici Madame Faye Kadia. Bonjour et merci beaucoup pour cette belle introduction et pour l'invitation sur ce plateau. Alors, nous allons suivre tout au début de cette émission son parcours inspirant. Regardez. Kadia Faye, la stratège qui réinvente le marché de l'électronique en Afrique. Elle incarne une nouvelle génération de femmes sénégalaises. Brillantes, audacieuses et déterminées, Kadia Faye, malgré sa jeunesse, a déjà marqué les esprits par un parcours académique exemplaire avec une carrière professionnelle impressionnante. Aujourd'hui, elle écrit un nouveau chapitre, celui de l'entrepreneuriat à impact. Titulaire d'un master en commerce international et marketing B2B de l'EM Lyon Business School, précédée d'une licence à Neoma Business School et d'un échange à Nova Universidade à Lisbonne, Kadia Faye a su conjuguer rigueur académique et ouverture internationale. Mais c'est surtout sur le terrain professionnel que cette jeune Sénégalaise s'est distinguée. Du développement commercial chez Telma Business School au poste à responsabilité chez Philip Morris, puis Samsung Electronics, Kadia a gravi les échelons dans les plus grandes multinationales. Elle, c'est notre Oprah. Kadia, c'est une personne très bienveillante et dans les relations personnelles et dans les relations professionnelles. C'était ma destinée de rencontrer Kadia et on a travaillé pendant 6 mois. Elle et moi, on s'envoyait des mails, on s'appelait tous les jours. Elle est restée très organisée, très respectueuse, très constante et tout. Le projet, c'était de mettre en avant certains influenceurs qui évoluaient dans différentes catégories. On n'a pas fait le projet, pas parce que ce qu'on a proposé, c'était pas bon, mais plutôt du côté de Samsung, ils avaient déjà programmé quelque chose d'autre. Malgré les 6 mois qu'on a... On a galéré, on a travaillé dessus et tout. Kadia a tout fait pour qu'on soit indemnisé pour les 6 mois de travail qu'on a fait sur ce projet-là. Mais sa vision du leadership allait l'amener encore plus loin. En octobre 2024, elle quitte son poste chez Samsung et un salaire confortable pour cofonder avec la franco-ivoirienne Magellan Bio une start-up ambitieuse, Sikili. Sikili est aujourd'hui le leader ouest-africain des produits électroniques reconditionnés, certifiés, garantis et abordables. Une entreprise à fort potentiel en B2B comme en B2C. Sikili, dans 10 ans, se serait fait racheter par une grande boîte parce qu'on aura réussi notre implémentation en Afrique de l'Ouest avec sans doute plusieurs ateliers de reconditionnement. Un en Côte d'Ivoire, un au Sénégal, peut-être au Mali, peut-être en Guinée, peut-être quelque part entre le Ghana et le Nigeria. Et donc on aura réussi à grandir et à vraiment faire la production en Afrique et à vraiment inonder le marché africain avec nos produits. Et surtout, on aura réussi à un peu enlever cette idée négative du reconditionné qu'il peut y avoir. Mais l'entrepreneuriat, Kadia le sait, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est dur. En fait, pour moi, la grande différence, et peut-être que j'avais sous-estimé, c'est que quand on est salarié, on a un poste, on a des missions précises.
Par exemple, si je suis responsable marketing, mon rôle, c'est de gérer le marketing sous tous ses aspects. Et quand on est entrepreneur, on a 14 000 casquettes en même temps. Donc aujourd'hui, je suis en train d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. J'essaie d'apprendre la comptabilité que je ne maîtrise pas du tout. J'apprends un peu la finance qui n'est pas du tout mon dada. J'apprends en logistique les termes, ce que je ne maîtrisais pas du tout. Donc pour moi, la grande difficulté de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir cette multicasquette. Si elle tient bon, c'est parce qu'elle s'appuie sur 3 piliers: discipline, intelligence et détermination. Ma première rencontre avec Kadia, ça a été mon premier jour de travail. On me présente mon équipe, Kadia en faisait partie. Elle semblait vraiment être fait de tout. Elle avait une attitude et une maturité qui m'ont d'emblée surprise parce qu'elle était jeune. J'ai travaillé avec Kadia pendant 3 mois et au bout de 3 mois, je suis allée voir ma patronne pour lui dire, écoute Kadia, il faut qu'elle soit un membre à part entière de l'équipe, donc qu'elle soit là en CDI, parce que vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour. Et à son poste de CDD, elle en fait plus que 2 ou 3 autres personnes en CDI dans le département. Donc ma patronne m'a dit, ok. Vous savez, souvent les gens qui sont brillants le savent et ils le montrent. Kadia n'est pas comme ça. Kadia est à la fois brillante et gentille. Kadia Faye est un modèle d'excellence, construisant sa carrière pierre après pierre, des salles de classe aux multinationales jusqu'à l'entrepreneuriat engagé. Une source d'inspiration pour toute une génération de femmes sénégalaises. Nous lui souhaitons bonne chance dans le développement de Sikili et saluons une femme d'impact qui bâtit avec courage et humilité l'avenir numérique de l'Afrique. Alors, quel parcours magnifique, Kadia. Qu'avez-vous ressenti en regardant ces vidéos? Beaucoup d'émotions. On ne mesure jamais tout ce qu'on a accompli tant que quelqu'un peut-être ne le met pas sous les yeux. Donc c'était assez émouvant pour moi de regarder ça. Et c'est un peu comme une prise de conscience en fait de là d'où je viens du coup et de là où je suis aujourd'hui. Même si je ne suis pas encore arrivée à là où on souhaite. Alors beaucoup de bons témoignages. Vous êtes une femme brillante. Apparemment, je le dis avec beaucoup de modestie. Je ne sais pas si je dirais d'emblée que je suis une femme brillante, mais je pense que j'ai eu la chance d'être entourée de belles personnes qui justement m'ont aidée à briller. Et que dire, par exemple, de votre passage de salarié à entrepreneur? Il y a toute une histoire derrière ce passage. Je pense que si on m'avait posé la même question il y a 1 an, j'aurais juré que je ne serais pas entrepreneuse, ou en tout cas que je n'étais pas prête à devenir entrepreneuse. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis des années, en me disant, je me suis toujours dit, bon, peut-être dans 10 ans, 15 ans, à ce moment-là, je peux me lancer dans quelque chose. Et à l'époque, mon idée, c'était peut-être un cabinet de consultance pour accompagner des entreprises dans le marketing, etc. Et ma rencontre avec Maglone, qui est aujourd'hui mon partenaire et ma cofondatrice de Sikili, elle était assez hasardeuse parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat depuis bien plus longtemps que moi et est à la recherche d'un partenaire pour se lancer dans un projet au sujet des téléphones reconditionnés. Donc on a un ami en commun que je pense que je remercierai toute ma vie, qui a pensé à moi et qui la connaissait elle et qui m'a dit bah, « Écoute Kadia, je connais une jeune fille qui est en Côte d'Ivoire qui a ce projet, je pense que vous ferez un bon fit, parle-lui ». On s'est parlé au téléphone, ça a duré 30-45 minutes et on a tout de suite eu un bon feeling. On s'est tout de suite compris. Et au début, je lui ai proposé d'emblée de la consultance. Je n'étais pas prête à faire le pas. Je lui ai dit, écoute, c'est un beau projet que tu as, je peux t'accompagner en consultance. Donc on a commencé à se parler de manière très fréquente, 1 fois par semaine, un peu plus des fois selon les sujets. Et au bout d'1 mois à peine, elle m'a proposé de rejoindre l'aventure. Et à ce moment-là, j'avais pris une nouvelle fonction depuis 4-5 mois. Et j'avais ce sentiment que autant l'entreprise était géniale, mais autant moi je considère que je n'étais pas à ma place. Et c'est totalement un concours de circonstances. Donc quand elle m'a fait cette proposition-là, j'ai eu un temps de réflexion et d'introspection. Et je me suis dit que j'étais à un stade de ma vie où je n'avais pas grand-chose à perdre. Et donc j'ai accepté son offre. Donc c'était en juillet. En septembre, j'avais démissionné. Et en octobre, on a commencé, 2024.
Alors, vous avez commencé dans des entreprises locales. Oui. Et puis vous êtes monté en grade dans des multinationales. Oui. Racontez-nous cette ascension, comment est-ce qu'elle s'est construite? Alors, j'ai commencé effectivement dans un cabinet de conseil en communication et marketing quand je suis rentrée de la France. Déjà, mon retour de la France était totalement imprévu. De base, je venais de finir mon diplôme à l'EM et je voulais rentrer juste pour me reposer un mois. J'étais à la recherche d'un stage ou d'une expérience parce que j'en avais besoin pour rédiger ma thèse et concrétiser mon diplôme. Au bout d'un mois, toutes les pistes que j'avais eues en Europe se sont fermées. Donc j'ai eu des refus de tous les entretiens que j'ai passés et d'autres, j'ai jamais eu de retour. Et donc j'ai décidé de rester un peu plus longtemps et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait au Sénégal. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas plus que ça d'opportunités en Europe, en tout cas celles que j'espérais ne se sont pas concrétisées. Donc j'ai commencé à regarder et je suis tombée sur cette agence avec laquelle j'ai commencé, qui était vraiment à petite échelle. On était 2 employés plus la fondatrice. Et au bout de quelques mois, j'étais toute seule avec la fondatrice. Je suis allée avec beaucoup de motivation parce que c'était vraiment la première fois qu'on me confiait autant de responsabilités. J'étais stagiaire, mais j'étais chef de projet. Mais au bout de quelques temps, je pense que la structure étant petite, ce qui est normal parce qu'elle venait de se lancer, j'avais envie d'autre chose et mon stage approchait à sa fin. Entre-temps, j'avais participé à beaucoup de forums de métiers. Ça se faisait beaucoup à l'époque, en tout cas, sur Dakar. Et j'avais postulé à plein d'entreprises. Je me souviens, j'avais un fichier Excel pour faire le suivi. Et c'est à tout hasard que j'ai été rappelée par Philip Morris, qui est la première entreprise multinationale qui m'a employée sur le Sénégal et qui m'a fait une offre. Et durant tout ce parcours-là, quels sont les grands challenges que vous avez eu à vivre dans ces entreprises? Je pense que le premier challenge quand j'étais dans cette société de communication, cette petite agence, c'est justement de pouvoir tout faire parce que c'est un esprit de start-up. Donc j'étais dans l'esprit de start-up sans vraiment m'en rendre compte. C'est que j'étais project manager, mais il fallait trouver les clients, il fallait rédiger les offres et puis il fallait faire un suivi pour être sûr que l'offre soit acceptée. Et quand les offres sont acceptées, il fallait exécuter. Pour quelqu'un qui vient de sortir d'école de commerce, on a pas mal d'énergie, mais quand on est confronté à la réalité versus la théorie qu'on a appris à l'école, c'est pas souvent pareil. On va pas appliquer les leçons en marketing de façon identique sur le terrain. Et il y a aussi la réalité qu'il faut prendre en compte, l'aspect culturel du Sénégal qui est différent de celui de la Côte d'Ivoire, de la France, etc. Donc ça, je crois que c'était un de mes premiers challenges quand j'ai commencé ici. Et quand j'ai rejoint Philip Morris, le challenge, du coup, c'est très paradoxal, c'est que, étant une multinationale, ils sont plutôt très structurés et donc beaucoup de process. Je me souviens, mes 3 premiers mois, je me sentais complètement perdue. Parce que pour exécuter une tâche, il y avait tout un système d'approbation qu'il fallait suivre. Étant une société cotée en bourse, donc l'aspect légal prenait vraiment le dessus sur plein de choses, donc beaucoup de validations à avoir. Et j'avoue que j'ai eu du mal à m'y faire parce que je venais d'un endroit qui était très start-up, où on pouvait un peu toucher à tout, à un endroit qui était très structuré, où chacun avait un rôle bien défini et qui avait des process à suivre. Donc j'ai eu ce temps d'adaptation pour moi qui était assez challenging. Et que dire de votre passage à Canon et à Samsung? Je pense que mon passage à Samsung, c'est une de mes plus belles leçons de vie. Ah oui? Oui. Une de mes plus belles leçons de vie que j'ai eues. Et je trouve que ça m'a beaucoup transformée en tant qu'être humain. Il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte chez Samsung, c'est que c'est une entreprise coréenne. Donc, il fonctionne avec la culture coréenne, malgré le fait qu'il soit implémenté en Afrique. Et la culture coréenne est très spécifique et très différente de la culture sénégalaise ou africaine de manière générale. Donc, cette adaptation culturelle-là était un gros challenge pour moi. Et je me souviens, après mon premier mois à Samsung, moi, je voulais démissionner. Ah oui? Ah oui, oui. Après ce premier mois, j'ai commencé à chercher du boulot et je pense même que j'ai fait quelques entretiens d'ailleurs. Mais je suis quand même restée parce que je l'ai pris comme un défi personnel. Je me suis dit, j'ai fait le choix de quitter Philip Morris, je suis venue à Samsung. Personne ne m'a forcé à signer ce contrat.
Même si peut-être que j'espérais des choses peut-être qui étaient différentes de la réalité. Je me suis fait une idée des multinationales venant de Philip Morris, mais ce que je n'ai pas pris en compte, c'est que chaque entreprise a sa propre culture. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à assumer mes choix et que forcément j'avais quelque chose à apprendre de ça. Et au final, j'ai fait 4 ans quand même pour quelqu'un qui voulait partir au bout d'un mois. 4 ans pendant lesquels donc j'ai appris la résilience que je pouvais avoir parce que dans le management coréen, on a beaucoup de suivi et de tracking qui est fait, ce que je ne connaissais pas, en tout cas sous cette forme-là. Et ça demande beaucoup de résilience parce qu'on peut être testé jusqu'au bout et tout est urgent. Mais c'était quand même de belles années dans le sens où j'ai pu avoir une belle évolution de carrière. J'ai commencé en tant que retail manager et j'ai fini en tant que chef du département marketing pour une couverture panafricaine, ce qui est plutôt génial. Et je dois dire que c'est 4 ans de ma vie que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Mon passage à Canon était assez bref. Je trouve que Canon, c'est une entreprise qui est incroyable. Ils ont une culture d'entreprise qui est incroyable, mais je considérais que c'était peut-être pas pour moi. Alors, peut-être parce que je venais d'un environnement avec des produits qui étaient complètement différents, donc qui attiraient un peu plus quand on parle de téléphone, de tablette, comparé à des imprimantes. Enfin, c'est pas, on va dire, dans le jargon marketing, c'est moins sexy. Et donc, je pense que ça aussi, ça a joué un rôle dans le fait que je ne me suis pas forcément sentie à ma place chez Canon. Et je pense aussi que c'est peut-être un cumul quand on passe de multinationale à multinationale. On a quand même ce sentiment de revivre plus ou moins les mêmes choses, même si les cultures sont différentes. Donc peut-être que aussi c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'un changement. Donc on peut dire que vous avez pu vivre au moins 5 ans en tant que salarié avec tous les avantages que ça présente. Qu'est-ce qui a été le déclic pour passer du salariat à l'entrepreneuriat? J'ai même vécu plus que 5 ans. Je suis autour des 8-9 ans en tant que salarié. Le déclic, je vais vraiment dire, alors je vais mettre ma foi en avant, ce qui est très relatif parce que la foi de chacun est relative. Je pense que vraiment pour moi c'est un coup du destin. Je pense que c'est le destin et je pense que c'est savoir saisir l'opportunité du moment. Il y a des moments dans la vie où, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, on aura des opportunités qu'on ne pourra saisir qu'une seule fois. Et typiquement, je pense que ma rencontre avec Maglone, la proposition qu'elle m'a faite, j'ai considéré ça comme une opportunité d'une vie. Je me suis dit, je ne sais pas si demain, j'aurai encore cette chance-là, donc autant y aller maintenant. C'est vraiment beaucoup de cran. Mais racontez-nous la naissance de Sikili. Ah, la naissance de Sikili. Donc quand Maglone est venue me voir, elle avait déjà cette idée qui lui trottait dans la tête. Donc il faut savoir qu'elle a fait une première expérience dans l'entrepreneuriat qui n'a pas forcément marché comme elle souhaitait. Donc elle est à un stade où elle voulait pivoter. Donc elle voulait changer de domaine. Et quand elle m'a parlé de Sikili, moi, ayant eu mon expérience chez Samsung, donc dans la téléphonie, ayant vu un peu le potentiel du marché, ce que ça représentait, j'ai tout de suite vu que c'était une idée et qu'il y avait un marché pour ça. Donc à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, on a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'appels. On s'est rencontrés une fois entre-temps. On a changé pas mal de direction. Et quand on a officiellement reçu notre premier stock de téléphones reconditionnés qu'on a commencé à vendre au mois d'octobre, tout a paru un peu plus concret. Mais la direction qu'on avait choisie à ce moment-là et celle qu'on a aujourd'hui reste quand même différente parce qu'on a été confronté très vite à la réalité du marché. Parce que quand on est assis et qu'on fait des business plans, qu'on fait des brainstorming, qu'on réfléchit, qu'on idéalise, on oublie toujours que le marché peut être complètement différent de ce qui se passe dans notre tête. Et je pense que c'est ça qu'on a eu un peu comme expérience quand on a reçu ce premier stock-là. Et c'était plutôt bénéfique parce que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la direction qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Ok. Si on entrait dans les coulisses de Sikili, oui. Votre entreprise, comment est-ce qu'elle est structurée? Alors aujourd'hui, on a donc une holding qui est en France, qui est la maison mère, et 2 filiales. Une filiale Sénégal et une filiale Côte d'Ivoire. Dans la filiale Côte d'Ivoire, on a donc Maglone qui s'occupe de ça et elle a une collaboratrice qui nous a rejoint récemment. Dans la filiale Sénégal, pour le moment, je suis seule. Et on aura peut-être bientôt une nouvelle collaboratrice.
Et on a aussi un collaborateur qui est en Corée du Sud et qui s'occupe de toute la partie IT. Donc, Côte d'Ivoire et Sénégal sont plutôt indépendants. Donc, c'est des marchés qui ne dépendent pas et des filiales qui ne dépendent pas les unes des autres. Et les stratégies d'attaque sont légèrement différentes. Donc, on n'a pas forcément les mêmes types de clients et on n'a pas forcément utilisé les mêmes canaux de distribution. Et quelle est votre cible? On a plusieurs cibles. Aujourd'hui, on a une cible professionnelle. On a mis en place ce qu'on appelle chez nous les Buy Now, Pay Later. Donc, c'est des conventions de partenariat avec les entreprises qui vont permettre aux employés d'acheter des téléphones ou des tablettes chez nous et de payer en plusieurs tranches, en étant coupés à la source. Donc ça, c'est un des premiers canaux qu'on essaie de développer parce qu'une fois qu'on l'a commencé, on a vu l'appétence qu'il y avait derrière. La deuxième cible qu'on a, ça va être les revendeurs, donc les personnes qui sont sur le marché du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire et qui vendent des téléphones. On voudrait se positionner en tant que distributeur auprès de ces personnes-là en leur offrant une solution clé en main dans le sens où on prend en charge le service après-vente, ce qui ne se fait pas forcément dans l'univers du reconditionné actuellement, qui est assez informel. La dernière cible qu'on va avoir, ça va être ce qu'on appelle le B2C. Donc, c'est les personnes comme vous, comme moi, qui souhaitons juste acheter un téléphone, qui pourront nous contacter via Instagram, Facebook ou WhatsApp pour acheter un téléphone parce qu'ils ont besoin de changer leur téléphone. Et la dernière grande cible qu'on va avoir, ça va être les opérateurs mobiles. Ce qu'on voudrait faire avec eux, donc, c'est pouvoir proposer Sikili au niveau des agences des opérateurs mobiles, mais à long terme, on voudrait pouvoir mettre en place des programmes de rachat. Eux ayant des partenaires B2B qui ont des flottes de téléphones, par exemple, l'idée ce serait de pouvoir racheter ces téléphones-là, comme on voudrait les reconditionner, et leur proposer de nouveaux téléphones. Alors, c'est la chaîne d'approvisionnement de Sikili? C'est ça. Ça sera la future chaîne d'approvisionnement de Sikili. Exactement. Est-ce que vous avez peut-être, j'allais dire, un projet d'étendre cette chaîne d'approvisionnement, mais aussi d'étendre votre cible? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, aujourd'hui, ce qui va être la prochaine grande étape, ce sera la mise en place d'ateliers de reconditionnement. Une fois qu'on va réussir à mettre ces ateliers de reconditionnement en place en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça va nous permettre de reconditionner nous-mêmes. Et donc, ça nous permettra de mettre en place ces programmes de rachat de téléphones auprès de structures à plus grande échelle. Et ensuite, ce qu'on projette de faire pour le moment, c'est qu'une fois que ces ateliers sont en place, ce serait que chaque marché puisse avoir son atelier. Donc, en termes d'approvisionnement et en termes surtout de taxes d'importation, etc., on pense que ce sera beaucoup plus optimal. Donc, on a commencé avec Sénégal et Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais la grande vision globale à long terme, ce serait de devenir panafricain. Donc, ce serait demain de pouvoir ouvrir, je donne des exemples par hasard, ouvrir la Guinée-Conakry par exemple avec son atelier de reconditionnement, ouvrir le Mali, ouvrir le Gabon, ouvrir le Cameroun, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de devenir un acteur panafricain et de pouvoir reconditionner localement. Alors, c'est beaucoup d'ambition et de rêves, mais très réalisable. Mais quelles sont les difficultés du moment? Alors, les difficultés, la première difficulté, c'est que ni Maglone ni moi sommes ingénieurs. Donc, techniquement, on ne sait pas reconditionner nous-mêmes. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est se former à justement apprendre à reconditionner des téléphones. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire nous-mêmes, mais ça veut dire qu'on va maîtriser ce process-là. La deuxième difficulté, c'est le financement, parce que ça demande un certain moyen de pouvoir faire ça. Et la troisième difficulté, ça sera sans doute l'adaptation, parce que dans chaque pays dans lequel on voudra s'implémenter, il y aura sans doute des réalités différentes, mais surtout des lois et des taxes d'importation différentes. Aujourd'hui, le système de taxes en Afrique est assez complexe. D'un pays à un autre, les taxes peuvent être plus ou moins élevées et malheureusement ça va impacter le prix auquel on va pouvoir proposer nos produits, sachant que de manière générale, le pouvoir d'achat peut être plus ou moins faible. Et pour le cas spécifique du Sénégal, est-ce qu'il y a des difficultés uniquement liées à la situation géographique? Pour le moment, non. Je dois dire que d'ailleurs, le Sénégal est un des marchés les plus favorables qu'on a aujourd'hui. Et c'est un marché qui a un fort potentiel dans ce domaine-là. On est d'ailleurs dans cette hésitation. On va commencer par la Côte d'Ivoire parce qu'il y a tout un contexte de taxes d'importation plus complexe qu'ici. Mais la première idée,
ensuite, après la Côte d'Ivoire, serait de pouvoir très vite mettre en place l'atelier de reconditionnement ici. Mais en termes de situation géographique, au contraire, le Sénégal a plutôt un bel avantage. Et si on parlait de vos plus belles victoires depuis que vous avez commencé l'entrepreneuriat? Je pense qu'une de mes la première victoire qu'on a célébrée, c'est déjà quand on a reçu notre stock. Parce que quand on a commandé auprès de nouveaux fournisseurs contestés, on n'imaginait pas que ça serait aussi périlleux de pouvoir faire venir du stock ici parce qu'on n'avait pas cette expérience en logistique, en droit d'importation, en dédouanement, en transitaire, etc. Donc ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu de recevoir le premier stock. Donc ça, c'était déjà une première victoire. Et je dois dire que la seconde victoire, c'est quand on a réussi à signer avec des entreprises. Quand on arrive en tant que start-up, on n'a pas le même poids sur la table quand on vient avec une casquette de « je suis Samsung », je représente Samsung, que quand je viens avec une casquette de « je représente Sikili » qui vient d'exister. Donc il y a toujours cet aspect où on va devoir un peu plus se défendre et prouver notre crédibilité. Je pense que si j'étais venue par exemple avec la casquette de « je suis Samsung », je pense qu'aujourd'hui j'aurais signé peut-être beaucoup plus de partenariats. Mais venir avec la casquette de Sikili demande vraiment beaucoup plus d'efforts pour rassurer les futurs potentiels partenaires qu'on a en face. Donc quand on a réussi à signer notre premier contrat de Buy Now Pay Later avec une entreprise, c'était plutôt une belle victoire pour nous. Il y en a eu d'autres après ça et quand on a vu un peu la tournure que les ventes sont en train de prendre, c'était plutôt encourageant. Kadia, quel conseil donneriez-vous à ces femmes qui désirent bâtir une carrière solide, que ce soit en entreprise ou en entrepreneuriat? En fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut apprendre à s'écouter parce qu'on a un don qu'on a reçu du ciel, de Dieu, selon la position qu'on a, qui est l'intuition. Et je pense que cette intuition-là, il faut qu'on apprenne à l'écouter un peu plus parce qu'elle est là pour nous guider et nous protéger. Donc ce que je dirais en premier à ces femmes-là, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter. Si on a cette intuition qui est forte et qui nous parle, il faut l'écouter, il faut se lancer. Je leur dirais de ne pas avoir peur et d'accepter les échecs parce que les échecs font partie de la vie. Et on ne peut pas avoir une vie entière sans échec. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a des jours où ça va marcher, il y a d'autres jours où on va perdre. Mais ce n'est pas parce qu'on perd que notre projet est nul, que nous, on n'y arrive pas, qu'on n'est pas forcément qualifié. C'est juste un concours de circonstances. Donc je leur dirais de ne pas avoir peur des échecs et de croire en leur force. On est beaucoup plus fort que ce qu'on croit de manière générale. Et ça, on s'en rend compte qu'une fois qu'on est en face d'une situation où on n'a pas d'autre choix que juste d'être fort. Alors, le choix peut être mal jugé quand on est en entreprise, quand on est salarié avec beaucoup d'avantages et que l'on veuille se jeter en entrepreneuriat. Pour ces genres de situations, quelle mentalité adopter? C'est vrai que c'était dur et d'ailleurs, moi-même, quand j'ai fait ce choix-là, j'ai eu beaucoup de commentaires. On m'a dit « Ah, tu es sûr? Oh, tu devrais faire les deux en même temps. » Waouh, c'est pas sûr. Et en fait, ça revient à ce que j'ai dit avant. Je pense qu'il faut vraiment avoir un mental fort, mais je pense qu'il faut aussi quand même être réfléchi. Si je prends mon cas, ce qui m'a permis de me lancer en toute liberté, c'est parce que peut-être forcément, je n'ai pas cette complexité d'avoir des enfants, une famille, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'échoue, économiquement, je ne m'impacte que moi-même. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a une famille ou qui a des enfants, je peux comprendre que le choix soit plus compliqué. Et moi, je dirais que ça demande juste de la préparation. Il faut savoir se préparer. Et c'est un exercice tout bête à faire, c'est prendre une feuille et écrire les pour et les contre. Ça peut paraître très théorique, mais très sincèrement, quand on le fait et qu'on a cette feuille sous les yeux, on arrive à un peu mieux réaliser l'impact que notre projet peut avoir ou pas. Alors Kadia, merci infiniment pour ce moment inspirant. Quel dernier conseil pouvez-vous donner aux femmes sénégalaises qui rêvent de suivre vos pas? Je leur dirais tout simplement de croire en elles, de croire en la force qu'elles ont, que chaque être humain est forcément doué en quelque chose, de trouver ce en quoi elles sont douées et d'y croire à fond et d'y aller avec de la force. À présent, que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite de l'aventure Sikili? Beaucoup d'argent pour qu'on puisse réaliser nos projets d'ateliers de reconditionnement et une expansion panafricaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous tout prochainement pour un nouveau numéro de Réussite de femmes.